Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 28 octobre 2025 et notre cher ami Alex Kreiner est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Ravi de te retrouver, Nima. Salutations à tout le monde. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Commençons, Alex, par la situation au Venezuela. Elle devient critique. Aujourd'hui, je veux parler de la manière dont le Venezuela est lié à d'autres cas en Ukraine et au Moyen-Orient. Mais concentrons-nous sur le Venezuela, sur ce qui s'y passe. En regardant la situation, Alex, beaucoup de gens se demandent que se passe-t-il dans l'esprit de l'administration Trump? Que veulent-ils du Venezuela? Voici ce que Donald Trump a déclaré en 2023. C'était le 11 juin, si je ne me trompe pas. Voici ce qu'il a dit. Du pétrole du Venezuela. Quand je suis parti, le Venezuela était sur le point de s'effondrer. Nous l'aurions pris, nous aurions obtenu tout ce pétrole. Ça aurait été juste à côté. Oui, mais nous voilà en 2025. Tu vois, les sénateurs, tout le monde sort en disant « Maduro devrait quitter son pays, c'est fini pour lui, il ne peut plus rien faire ». Et voici le sénateur Rick Scott qui parle de la situation avec Maduro. J'irai en Russie ou en Chine dès maintenant. Parce que Ses jours sont comptés. Quelque chose va se passer, que ce soit interne ou externe. Je pense que quelque chose va se produire. La puissance de feu au large des côtes, n'est-ce pas? C'est une armada, c'est beaucoup de forces américaines. Allons-nous envahir le Venezuela? Je pense pas. Si c'était le cas, je serais surpris. oui, ce qui s'est passé concernant le partenariat russe avec le Venezuela, nous avons appris hier, tout à coup, que Poutine avait ratifié le partenariat entre le Venezuela et la Russie. Un autre événement important s'est produit. Un avion russe, auparavant lié au groupe Wagner et actuellement connu pour transporter des mercenaires à travers l'Afrique, est arrivé hier au Venezuela. À quoi allons-nous être confrontés au Venezuela? Qu'allons-nous y voir? Et qu'en est-il ça-puisse forward? Je pense que nous assistons à une tentative de rejouer le même scénario que celui qui s'est produit en Libye et le même que celui qui s'est produit en Syrie. Mettre le régime sous siège et l'affaiblir, au point de pouvoir peut-être le renverser avec l'aide de mercenaires. Donc je pense que pour des raisons stratégiques, les Russes veulent aider le Venezuela à se défendre et à permettre au régime Maduro de survivre. Parce que le Venezuela fait partie de l'intégration multipolaire. C'est un pays très important, très riche en ressources. Il est très évident que l'administration Trump subit des pressions de Wall Street pour prendre le contrôle du Venezuela. Parce que, soi-disant, et vous savez, j'ai travaillé dans le secteur pétrolier pendant de très nombreuses années, je ne crois pas aux chiffres officiels qu'on nous présente. Mais les chiffres officiels indiquent que le Venezuela possède environ 300 à 305 milliards de barils de réserves de pétrole brut. Pardon, de réserves prouvées. Et c'est du pétrole que l'on pourrait acheter, vous savez. On pourrait négocier pour échanger et acheter ce pétrole. Mais cela n'aide pas Wall Street d'acheter du pétrole au Venezuela. Ce dont Wall Street a besoin, c'est de garanties. Et donc, s'ils prenaient le contrôle du gouvernement vénézuélien, Maria Corina Machado, désormais auréolée d'un prix Nobel et de toutes ces bonnes choses, elle a déjà déclaré qu'elle privatiserait tout, qu'elle privatiserait la compagnie pétrolière nationale,
PDVSA, et qu'elle ouvrirait grand les portes aux banques et aux entreprises étrangères pour développer le secteur des ressources naturelles du Venezuela. Ce serait un grand coup de pouce pour le système financier occidental, cruellement en manque de garantie, car il pourrait accorder d'importants prêts, non seulement à des sociétés comme ExxonMobil, BP et Shell, pour s'implanter au Venezuela, et tout garantir avec le pétrole brut vénézuélien comme collatéral, mais aussi accorder de gros prêts au gouvernement du Venezuela. Et cela serait garanti par les richesses en ressources naturelles du Venezuela. Ce serait donc un gain net complet pour Wall Street et peut-être pour les banques de la City de Londres. Je ne sais pas. Ce serait une perte pour tout le reste du monde. Autrement dit, vous demandez à des soldats américains d'aller se battre et de mourir. Vous gaspillez l'argent des contribuables américains pour financer les expéditions militaires que cela impliquerait. Pour cette raison, je pense qu'une invasion est très improbable. Car vous savez, on parle de la même armée qui n'a pas pu soumettre Ansar Allah au Yémen, qui a dû se retirer d'Afghanistan parce qu'elle n'a pas réussi à vaincre les talibans après 20 ans d'efforts et plusieurs milliers de milliards de dollars dépensés. Je pense donc qu'ils sont peu susceptibles d'essayer. Et une grande partie de la raison en est précisément les armes antiaériennes russes, les Su-34, les missiles anti-navires que les Russes ont fournis aux Vénézuéliens. Nous ne savons pas ce qu'il y a d'autre, mais je suppose que les mercenaires de Wagner servent probablement de couverture à des conseillers militaires russes venus aider les Vénézuéliens à déployer tous ces systèmes d'armes, car ils sont complexes et nécessitent un personnel hautement qualifié pour les faire fonctionner. Et c'est pourquoi je pense qu'une invasion, quelle qu'elle soit, est improbable. Ce serait trop risqué pour Trump. Mais je pense que l'espoir, c'est qu'ils puissent peut-être bricoler une sorte d'équivalent argentin, brésilien, bolivien, pas les talibans, mais le Front al-Nosra, l'équivalent sud-américain du HTS. Peut-être les faire émerger en Argentine. Peut-être que c'est en partie pour cela qu'ils renflouent l'Argentine et le gouvernement de Milei tel qu'il est, parce que nous savons que des conseillers militaires américains sont entrés en Argentine avec certains moyens militaires. Donc peut-être que c'est le même scénario qu'en Syrie. Et je pense que c'est pour cette raison peut-être que les Russes, entre autres, ont envoyé le personnel de Wagner pour assurer la défense du régime de Maduro. Je pense qu'aux États-Unis, ils croient que ce sera quelque chose comme le Panama en 1989, lorsqu'ils ont envahi le Panama. Mais le Venezuela ne sera pas le Panama. Ils sont bien mieux préparés à cela. Non, je doute qu'ils soient aussi stupides, Nima. Je pense qu'ils comprennent bien que ce n'est pas le Panama. Le Venezuela est avant tout un très grand pays. Ensuite, c'est un peu comme le Vietnam. Il est recouvert de végétation tropicale. Le régime vénézuélien a également eu 20 ans pour se préparer à cela. Parce que, tu sais, je me souviens qu'après le coup d'État manqué contre Hugo Chavez en 2003, Chavez avait donné une interview dans laquelle il disait « Eh bien, tu sais, j'ai tout essayé pour entretenir des relations coopératives et amicales avec l'Empire. » Et il parlait des États-Unis. Mais l'affrontement avec l'Empire est inévitable. Il arrive et il va se produire. Donc je pense qu'à cette époque déjà, au début des années 2000, il savait que cela allait arriver. Je pense donc qu'ils s'y préparent depuis longtemps et qu'ils sont probablement bien préparés. Eh bien, vous savez, cela ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas connaître le même sort que Bachar el-Assad ou Muammar Kadhafi. Mais je pense que cela va être très difficile. Et cela va être très difficile, parce que très difficile,
Entre autres, ils ont déjà essayé 3 fois. Donc le coup d'État de 2003, puis il y a eu un coup d'État en 2019, si vous vous souvenez, lorsque Richard Branson a organisé ce concert de l'autre côté de la frontière, en Colombie. Ils ont tout fait, et cela a échoué. Et maintenant, c'est la 3e tentative. Je pense que le régime au Venezuela est beaucoup plus solide et bien mieux préparé que ce qu'ils imaginent. De plus, être attaqué permet au régime de Maduro de mener certains types de purges pour consolider le pouvoir. Des choses qui seraient politiquement très difficiles à faire en l'absence d'une telle menace. Donc peut-être que, plutôt que d'être le Damas de l'Amérique du Sud, Caracas pourrait bien devenir le Téhéran de l'Amérique du Sud. Caracas could prove to be South America's Tehran. Alex, en regardant le traité d'amitié et de coopération signé entre la Russie et le Venezuela, on constate une expansion massive dans les domaines économiques, sécuritaires, culturels, tu sais, tous ces aspects. Et cela montre que le Venezuela comprend vraiment la situation, que l'avenir du pays sera totalement différent de ce qu'il était auparavant, parce qu'il a rejoint les BRICS, et que son avenir sera défini au sein des BRICS et par la participation qu'il y aura. Je sais qu'ils entretiennent une relation étroite avec Téhéran et qu'ils ont probablement reçu beaucoup de missiles d'Iran. Penses-tu qu'avec ce concept, s'ils déploient des troupes au sol, ce qui serait suicidaire, à mon avis, pour l'administration Trump, s'ils se lancent dans des bombardements, l'autre camp peut riposter. Ils peuvent répondre aux États-Unis. Et ce serait humiliant pour l'armée américaine si elle s'engageait dans cette voie, comme nous l'avons vu avec les Houthis, avec les Yéménites en mer Rouge. Mais cette fois, ce sera différent, comme tu l'as mentionné. C'est un pays vraiment préparé et soutenu par l'Iran et la Russie, du moins à ma connaissance. Oui, je pense que tu as raison. Et j'avais aussi oublié l'incident de la baie des Porcelets, le 3e. Donc celui-ci aurait été la 4e tentative. La baie des Porcelets a eu lieu, je crois, en 2020, si je ne me trompe pas. Ils avaient en fait organisé un groupe de commandos pour débarquer au Venezuela, et ils se sont fait attraper. C'était extrêmement embarrassant. Donc cela ne va évidemment pas se reproduire. Et je suis d'accord avec toi. Il existe une coopération étroite entre le Venezuela et l'Iran. Nous connaissons une partie de l'armement fourni par les Russes, mais j'ignore quel armement les Iraniens ont pu livrer. Les Iraniens disposent de missiles anti-navires très puissants qui pourraient faire partie de l'arsenal de Caracas. Je pense donc que la tentative va se résumer à essayer d'envoyer des commandos, à tenter d'organiser l'opposition au Venezuela. Mais je pense que s'ils font cela, ils n'iront pas très loin, du moins pas avec l'opposition. C'était quand, il y a 8 ans, non moins, 5 ou 6 ans, ils avaient Juan Guaidó. Et je pense qu'à cette époque, ils étaient dans une position bien plus forte avec Juan Guaidó qu'ils ne le sont aujourd'hui avec María Corina Machado. Mais je voulais ajouter quelque chose, car en parcourant les feeds d'actualité sur les réseaux sociaux à propos du Venezuela, je vois tout un segment de personnes qui suivent cela avec une orientation antisocialiste. Alors vous savez, dès qu'on qualifie un gouvernement de socialiste, comme celui de Maduro, sans même examiner les nuances du cas, les gens pensent immédiatement « Ah, ce serait une bonne chose que ce gouvernement tombe, puisqu'il est socialiste. » Et puis vous savez, si cette lauréate du prix Nobel, María Corina Machado, arrivait au pouvoir, ce serait une amélioration. J'ai vécu au Venezuela avant Chavez. Aujourd'hui, on dit que le taux de pauvreté au Venezuela est de 70%, ce qui est peut-être vrai, mais le pays subit des sanctions extrêmement draconiennes imposées par les États-Unis. À l'époque où je vivais au Venezuela, en 1993 et 1995, environ 80% des Vénézuéliens vivaient en dessous du seuil de pauvreté défini par la Banque mondiale.
threshold of the World Bank. So it was worse than it is today. Donc, c'était pire qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas de sanctions. Ils étaient les chouchous des États-Unis parce qu'ils étaient sous les dictatures de droite de Carlos Andrés Pérez et Rafael Caldera, entre autres. Tous ces régimes étaient des marionnettes de Wall Street, et le Venezuela était essentiellement une colonie de Wall Street. Et pourtant, le taux de pauvreté atteignait 80%. J'avais des collègues de travail qui étaient littéralement incapables de lire et d'écrire. Je n'ai pas visité le Venezuela depuis les années 1990, mais d'après ce que je comprends, certaines choses se sont améliorées malgré les sanctions draconiennes. Les taux d'alphabétisation ont augmenté de manière spectaculaire. Certains services comme la santé et l'éducation sont gratuits et accessibles à tous. Et les marchés semblent être assez bien approvisionnés, malgré la propagande. Les supermarchés vénézuéliens sont bien approvisionnés en nourriture. Donc ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Les gens disent « Oh, le Venezuela était un pays si riche avant l'arrivée du socialisme. » Eh bien, c'est encore un pays riche. Mais les habitants du Venezuela, si leur taux de pauvreté est de 70% aujourd'hui, il était de 80% il y a 30 ans. Cela ne s'est pas amélioré sous le capitalisme. C'était simplement une colonie occidentale où l'on extrayait les ressources naturelles, pétrole, or, cacao, café et autres, sans rien investir dans la société civile ni dans les infrastructures du pays. Tout était privatisé. La poste, les transports, les systèmes d'eau, la collecte des déchets. Tout était privatisé. Rien ne fonctionnait correctement. Donc cette idée selon laquelle le Venezuela s'effondre à cause du socialisme, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Alex, tu sais, en ce qui concerne le socialisme, je parle avec Michael Hodgson chaque semaine, ainsi qu'avec Richard Wolff. Et Michael dit qu'il croit que l'avenir sera soit le socialisme, soit la barbarie. Et tu sais, quand on regarde la Chine aujourd'hui, le cœur du gouvernement chinois est socialiste. Mais il y a aussi un secteur privé. C'est à moitié privé, à moitié socialiste, à moitié gouvernemental. Le système fonctionne de manière impressionnante quand on l'examine. Il semble que le système importe peu, tant qu'il est utilisé au bénéfice du peuple. De nombreux rapports venus de Chine montrent que le développement progresse même dans les petites villes et les villages. Cela montre que le système fonctionne, qu'il aide réellement la société. Mais on ne voit pas cela se produire ici. Je vis au Brésil. Au Brésil, ils appellent Lula un socialiste. Ils appellent Bolsonaro, eh bien, ils l'appellent autrement. Mais on ne voit pas beaucoup de changements quand on change de président. Eh bien, je peux te donner un très bon exemple, Nima, parce que j'ai grandi sous le socialisme. J'ai vécu ainsi jusqu'à mes 20 ans, principalement dans l'ex-Yougoslavie, qui était un pays socialiste sous un régime communiste à parti unique. Puis, en 1991, la Yougoslavie s'est effondrée. La Croatie, qui est mon pays d'origine, est devenue indépendante. À partir de ce moment-là, nous avons pratiquement tout copié-collé de l'Occident. Le code juridique, le système économique, le système politique, les systèmes commerciaux, tout. L'éducation, le développement des infrastructures. Tout est pratiquement identique à ce qui se fait en Occident. Et il ne fait aucun doute, et je ne suis pas le seul à le dire. Pratiquement tout le monde est d'accord, dans tous les pays de l'ex-Yougoslavie, pour dire que la vie était bien meilleure sous le socialisme. Le problème, c'est que je n'ai entendu personne, et je dois dire que cela inclut le professeur Richard Wolff, donner une véritable définition de ce qu'est réellement le socialisme. Nous vivons sous cette fausse dichotomie entre socialisme et capitalisme. Nous pensons que des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe occidentale et le Japon sont des pays capitalistes, et que les pays socialistes sont des endroits comme la Chine, le Venezuela,
le Vietnam, la Russie, des lieux de ce genre. Mais ce n'est pas vrai. Dans les soi-disant pays capitalistes, la plupart des nations ont une participation de l'État proche de 50% du PIB. Ainsi, les gouvernements représentent à peu près la moitié du PIB. En France, c'est même davantage, près de 57%. Aux États-Unis, le chiffre a toujours tourné autour de 30%. Mais pendant des décennies, ils ne l'ont jamais modifié. Pourtant, nous savons que la part du gouvernement dans le PIB ne cesse d'augmenter. En Grande-Bretagne, elle avoisine les 50%. En Europe, je ne sais pas exactement combien elle représente, mais elle se rapproche également de la moitié. Donc, parler de capitalisme de libre marché, alors que la moitié de votre PIB provient du gouvernement, est tout simplement faux. Maintenant, la véritable différence. Je devrais parler d'un concept qui n'est pas enseigné en économie, mais qui lui est absolument central, s'appelle l'écart déflationniste. J'ai étudié l'économie à l'université. Personne n'en a jamais parlé. Je l'ai découvert plus tard, et j'ai dû l'apprendre à partir de livres interdits. Des livres dont la vente était proscrite, ou du moins ne l'était pas, il y a encore quelques années. L'un d'eux est Tragedy and Hope, de Carroll Quigley. En raison de l'écart déflationniste, ce concept que je vais simplement laisser de côté pour l'instant, si cela intéresse quelqu'un, j'ai un article à ce sujet sur mon Substack. En gros, le gouvernement doit intervenir pour renforcer le pouvoir d'achat dans un système économique. Car sans cette intervention, le pouvoir d'achat diminue systématiquement pour deux raisons principales. La première est que les gens ne dépensent pas tout l'argent qu'ils gagnent chaque année. Ils en mettent une partie de côté, probablement 5 ou 10%, sous forme d'épargne. Ce pouvoir d'achat est donc retiré du marché. Et puis, le deuxième grand élément qui est systématiquement retiré du marché, c'est le remboursement des dettes, car l'argent entre en circulation sous forme de dette. Lorsque vous remboursez votre dette, vous éteignez cet argent. Ainsi, toutes les dettes remboursées correspondent à l'argent qui disparaît. À mesure que l'argent est retiré de la circulation par l'épargne et le remboursement des dettes, cela réduit le pouvoir d'achat de l'ensemble de l'économie. Et pour que tous les acteurs de l'économie, entrepreneurs, entreprises et gouvernements, puissent vendre leurs biens et services au prix qu'ils demandent, cela devient impossible. Ils doivent donc baisser les prix. Le système entre alors dans une phase de déflation des prix, et la déflation des prix tend à être un processus auto-renforçant. Ainsi, on entre dans ce que les économistes appellent familièrement une spirale déflationniste de la mort. L'économie ne se stabilise que lorsqu'elle atteint un niveau d'activité correspondant à une dépression, c'est-à-dire une économie qui produit essentiellement le strict nécessaire, nourriture, vêtements, matériaux de construction pour réparer les toits et ce genre de choses. Et c'est tout. Elle se stabilise à ce niveau. Donc, pour que l'économie continue de croître, ce qui semble être une sorte d'impératif que tous les gouvernements poursuivent sans remise en question, il faut injecter constamment de nouveaux pouvoirs d'achat dans le système. La politique de taxation et de dépenses ne suffit pas, car si le gouvernement se contente de taxer les citoyens, puis de dépenser ses impôts dans l'économie, il ne crée pas de nouveaux pouvoirs d'achat. Il ne fait que le transférer de ceux qui l'ont gagné vers le gouvernement, mais la somme d'argent reste la même. Cela n'augmente pas le système. Cela ne fait pas croître le système. Donc le gouvernement doit s'endetter. Et c'est pourquoi si vous regardez les dettes du gouvernement américain, du gouvernement britannique, italien, allemand, français, japonais, de tous les gouvernements qui utilisent ce système monétaire, leur niveau d'endettement ne cesse d'augmenter. En même temps que leur déficit, ils doivent emprunter de l'argent. C'est-à-dire qu'ils doivent dépenser plus qu'ils ne perçoivent en impôts.
Ainsi, vous verrez que les dépenses déficitaires augmentent elles aussi sans cesse. D'accord? C'est donc pour cela que la participation du gouvernement à l'économie ne cesse de croître. Et c'est une certitude mathématique, compte tenu du système monétaire que nous avons. Cela est vrai même pour ce que nous appelons les gouvernements socialistes. Et c'est tout aussi vrai pour ce que nous appelons les gouvernements capitalistes. Mais je vais vous dire où se trouve la différence. Dans les pays que nous qualifions de socialistes, les dépenses publiques proviennent en grande partie de la base. C'est-à-dire que le gouvernement dépense pour des programmes sociaux, des régimes de retraite généreux, l'éducation gratuite, les soins de santé gratuits, l'entretien des infrastructures et ainsi de suite. Dans les systèmes capitalistes, les dépenses publiques sont généralement descendantes, ce qui signifie que la générosité de l'État est distribuée aux grandes entreprises et aux banques. Ce sont les grandes sociétés qui reçoivent les aides et les subventions. Et tout le monde trouve cela formidable, parce que vous savez, si General Electric reçoit une subvention, si les médias publics reçoivent des subventions, c'est merveilleux. La grande agriculture, les grandes banques, le grand pétrole, ils reçoivent des centaines de milliards de dollars de subventions chaque année. Et tout le monde trouve ça formidable, parce que c'est ça le capitalisme. Mais si vous donnez de l'argent aux gens ordinaires, aux chômeurs, si vous offrez l'éducation et les soins de santé gratuits et ainsi de suite, tout le monde trouve ça horrible, que cela ne devrait pas se faire. Mais l'effet de tout cela, c'est que dans les systèmes dits socialistes, les gens ont de l'argent à dépenser et ils décident comment le dépenser. Autrement dit, ils peuvent aller au restaurant, acheter des vêtements. Il y a donc de l'espace, des possibilités et un pouvoir d'achat disponible pour que les petites et moyennes entreprises puissent survivre. Dans les soi-disant systèmes capitalistes, l'argent va à General Electric, Lockheed Martin, Raytheon, Monsanto et à des entreprises de ce genre, d'immenses sociétés de santé, et ainsi de suite. Les gens n'ont pas d'argent, ce sont les grandes entreprises qui en ont. Et elles utilisent ensuite cet argent pour faire pression sur le gouvernement. L'effet ultime de cela est en réalité le fascisme. Car on crée des incitations à la collusion entre les grandes entreprises et le gouvernement. Et l'argent que l'on donne au complexe militaro-industriel tend à alimenter les guerres sans fin. On ne voit pas beaucoup de pays socialistes constamment en guerre, à gauche et à droite. Mais on voit beaucoup de pays capitalistes qui sont constamment en guerre, principalement des pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Je pense donc qu'une meilleure définition des différences entre ce que nous considérons comme le socialisme et ce que nous considérons comme le capitalisme est absolument essentielle pour avancer dans ce débat. Car pour l'instant, il n'y a presque pas de débat. Les personnes qui détestent le capitalisme le font pour des raisons idéologiques. Celles qui détestent le socialisme le font également pour des raisons idéologiques. On se retrouve donc avec deux camps qui ne sont même pas capables de se parler, si ce n'est pour s'insulter. Et je suis un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. J'ai beaucoup d'amis qui se décrivent comme des capitalistes purs et durs, et ils n'ont que du mépris et des insultes pour quiconque dit quelque chose de positif sur le socialisme. Et moi, bien, vous savez, parfois, dans ces réunions, ils me traitent de communiste. Je ne suis pas communiste. J'ai grandi dans le communisme. J'ai été élevé et éduqué sous le marxisme. Je n'adhère pas au marxisme. Je ne le soutiens pas, mais ce n'est pas tant une question d'idéologie. C'est une question de fonctionnement du système. Il faut une approche non idéologique, une mentalité d'ingénierie des systèmes pour commencer à comprendre quels sont les problèmes de la société.
Je pense, tu sais qui a réellement réussi à faire parler les deux camps entre eux? La Chine. Yes, you're absolutely right. You're absolutely Oui, oui, right. tu as tout à fait raison. But, still we Tu as don't have tout à to fait raison. understand. I don't know if you remember, a few years ago, Mais tu sais, nous ne comprenons toujours pas bien la question. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, quelqu'un avait organisé un grand débat sur le communisme contre le capitalisme, ou le socialisme contre le capitalisme. Ils avaient invité le philosophe slovène Slavoj Žižek, qui défendait le camp socialiste, et Jordan Peterson, qui défendait le camp capitaliste. Aucun des deux ne savait vraiment de quoi il parlait. Encore une fois, ils ne s'insultaient pas, mais c'était un ramassis de bavardage idéologique. Ils ne se sont pas rapprochés d'un pouce de la compréhension du vrai problème. Je pense qu'il y a certains domaines, Alex, où le capitalisme a échoué, comme la santé, l'éducation et la sécurité sociale. Ici au Brésil, ces domaines relèvent de ce qu'on pourrait appeler un contrôle socialiste. Tu sais, la politique socialiste, peu importe qui est président, qu'il soit socialiste, comme on appelle Lula, ou capitaliste, comme Bolsonaro, la politique du gouvernement est de protéger ces personnes. Parce qu'il y a des gens dans la société qui ne peuvent pas se procurer eux-mêmes les soins de santé ou l'éducation dont ils ont besoin. Et il y aura toujours des parties de la société qui auront besoin de ce type de soutien de la part du gouvernement. Il faut le faire, sinon la société ne progressera pas. Oui, c'est exact. Et le problème, encore une fois, c'est que dans ces économies capitalistes, même si certains services sociaux sont maintenus, ils le sont toujours avec des miettes, tandis que des milliards et des milliards vont aux grandes entreprises. C'est pourquoi, dans les systèmes dits capitalistes, la santé et l'éducation échouent, parce qu'on n'y investit pas. On investit dans les secteurs dont les grandes entreprises ont besoin ou qu'elles désirent. L'agriculture, par exemple, mais pas l'agriculture sous forme de fermes familiales diversifiées. Ce sont d'immenses plantations de café et d'immenses plantations de soja, produisant des cultures de rente qui peuvent être échangées sur les marchés mondiaux pour des millions de dollars par cargaison. Ils ne tirent aucun profit des gens qui produisent du brocoli pour leur communauté locale, ou des carottes, des pommes et des oranges. C'est donc une grande partie du problème, et c'est un problème qui doit être discuté et débattu. Mais tant que les gens restent bloqués sur des étiquettes et retombent dans leurs biais idéologiques enracinés, nous ne faisons jamais de progrès. Et je pense que honnêtement, je pense que c'est en grande partie intentionnel aussi, car c'est une excellente façon de diviser le public contre lui-même. On convainc un groupe de personnes qu'elles sont capitalistes, ou on les laisse se convaincre elles-mêmes qu'elles le sont, et les autres qu'elles sont socialistes. Puis on les fait se détester, s'insulter mutuellement, et ne jamais, jamais aller au fond des choses. Quelqu'un d'autre en powerful. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, exactement. C'est incroyable. C'est incroyable pour moi, chaque fois que je vois des gens se battre entre eux, socialistes et capitalistes. Ouais. Et ça devient très, très tendu. C'est très tendu. Mais ce n'est jamais un débat particulièrement intelligent. Non. Ils détestent juste, ils vont juste détester cette reine de l'aide sociale, cette mère qui a quelques enfants et reçoit, je ne sais pas, 2000 $ par mois pour les élever. Et ensuite, ils sont furieux que cette personne indigne reçoive de l'argent. Mais si Lockheed Martin reçoit 100 milliards de dollars par an, là c'est cool, parce que ce sont des hommes d'affaires en costume qui produisent des engins sophistiqués pour tuer d'autres gens. Génial. Tu vois, ça, c'est le capitalisme. Youpi. Fantastique. Alex, ce que nous avons appris du président russe,
c'est qu'il a annoncé un nouveau missile, le nouveau Burevestnik. C'est un missile de croisière à propulsion nucléaire capable de frapper n'importe quelle cible sur la planète. À mon avis, c'était un signe de la part du gouvernement russe qu'il ne souhaite pas d'escalade et qu'il dispose de tout ce qu'il faut pour se défendre contre toute forme d'escalade. C'était, selon moi, le point final avec cette nouvelle annonce du côté russe. Et voici la réaction de Donald Trump à ce sujet. La menace russe, après que le président Vladimir Poutine et son principal général ont affirmé avoir testé avec succès un missile de croisière à propulsion nucléaire. Ils ne jouent pas avec nous, et nous ne jouons pas avec eux non plus. Nous testons des missiles tout le temps. Je ne pense pas que ce soit approprié de la part de Poutine de dire cela, d'ailleurs. Il devrait mettre fin à la guerre. Une guerre qui aurait dû durer une semaine en est maintenant à sa 4e année. C'est ce qu'il devrait faire, au lieu de tester des missiles. Ancien de la CIA, ouais. Laissez-moi dire autre chose. J'aime vraiment Paul Craig Roberts, parce que lorsqu'il s'est agi de la guerre en Ukraine, il a dit « Pourquoi Poutine fait-il traîner encore et encore le conflit en Ukraine ?» Et je me suis dit « De quoi parle-t-il » Parce qu'il parlait avec l'état d'esprit de Washington. Vous savez, c'est important à prendre en compte, car nous savons que ce n'est pas la même chose pour la Russie, la Chine et l'Iran. Leur façon de penser est différente, totalement différente. Mais Washington ne le voit pas ainsi. Il parle d'1 ou 2 semaines pour mettre fin au conflit. Vous savez, souvenez-vous simplement de ce qu'était l'Ukraine avant le début du conflit. 700 000 soldats préparés. Oui, l'Ukraine était la 2e plus grande puissance militaire d'Europe, après la Turquie, et probablement l'armée la mieux préparée, entraînée et fortifiée du continent. Elle se préparait à cette guerre depuis 8 ans. Elle avait été armée et formée par les forces, instructeurs et conseillers de l'OTAN occidentale. Elle avait reçu une quantité colossale d'armes pour combattre la Russie. Et la Russie ne voulait pas vraiment de cette guerre. Même lorsqu'elle a lancé son opération militaire spéciale en 2022, ce n'était pas avec l'intention d'envahir. Elle s'est positionnée près de plusieurs villes ukrainiennes, notamment Kiev, et 4 jours plus tard, elle était déjà en négociation avec la partie ukrainienne. Elle a déclaré « Engagez-vous à la neutralité, engagez-vous à ne jamais rejoindre l'OTAN, et nous nous retirerons complètement. » Nous renoncerons même à notre plan de démilitariser l'Ukraine. Nous nous retirerons complètement aux positions d'avant l'invasion, d'avant l'opération militaire spéciale, ce qui signifie qu'ils se retireraient entièrement d'Ukraine, y compris du Donbass. Et ils ont dit, vous négocierez avec l'Ukraine, avec la République populaire de Louhansk et la République populaire de Donetsk, pour un statut spécial leur accordant une large autonomie au sein de l'Ukraine. Quant à la Crimée, son statut serait négocié sur une période de 10 à 15 ans. Il n'y avait donc alors aucun obstacle à la paix. Telle était l'intention de la Russie. Cette intention n'a changé qu'après que l'influence occidentale a fait dérailler le processus de paix à la fin de mars 2022. Puis Boris Johnson a atterri à Kiev sans prévenir et a dit à Zelensky de ne pas négocier. Ne signez pas la paix. Continuez le combat. Nous sommes derrière vous. Vous allez gagner cette guerre. Et c'est à ce moment-là que la nature de ce conflit a changé. Ce n'était pas ce que Poutine avait prévu. Il n'avait pas l'intention de mener cette guerre. Et lorsqu'ils ont commencé à se battre, ils l'ont fait de manière très chirurgicale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait ce que les Américains ont fait à Fallujah, vous savez, raser tout l'endroit. Ils n'ont pas fait de choc et effroi, comme à Kaboul.
ou à Bagdad. Ils faisaient autre chose, combattre les formations ennemies, utiliser une guerre d'usure pour démilitariser et dénazifier l'Ukraine. L'état d'esprit occidental consiste, vous savez, à devoir prouver sa supériorité en allant vite. Alors il lance une infinité de bombes et de missiles sans distinction. Il rase des villes entières, puis il montre des cartes en couleur. « Oh, regardez, nous avons pris tout cela en tant de jours. » Et ensuite, 20 ans plus tard, ils doivent se retirer. Vous savez, ce sont des victoires à la Pyrrhus. Ce ne sont même pas de vraies victoires. Ils ont dû se retirer du Vietnam, ils ont dû se retirer d'Afghanistan et ils devront se retirer d'Irak. Leur accueil à travers le Moyen-Orient s'épuise très vite. Donc toutes ces prétendues victoires éclatantes et spectaculaires qu'ils présentent comme le reflet de la puissance de leur armée sont fausses et creuses. Mais la Russie a une approche différente de cette guerre. Elle n'est pas menée pour impressionner les publics occidentaux. Elle est menée pour éliminer les menaces stratégiques pesant sur la sécurité russe. Les Russes se concentrent là-dessus. Je pense que si les membres de l'administration Trump avaient davantage écouté des personnes comme le colonel Douglas McGregor, ils auraient peut-être compris. Ils l'auraient probablement compris dès le premier jour. Mais non. Ils écoutent ces imbéciles, comme, oh là là, Ben Hodges, qui s'est trompé chaque jour depuis 4 ans, et sur pratiquement tout ce qu'il a jamais dit. Des gens comme ça. Et donc, eh bien, voilà pourquoi je pense qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'Ukraine. Ils n'ont pas réussi à comprendre l'Ukraine depuis de nombreuses années. Je ne comprends pas pourquoi Trump n'y parvient toujours pas, après avoir eu 10 longues conversations avec Vladimir Poutine. Toute sa délégation a rencontré à plusieurs reprises leurs homologues russes. Steve Witkoff est allé s'asseoir à maintes reprises avec Vladimir Poutine et Sergei Lavrov. Tout cela leur a donc été expliqué. Ils devraient le savoir. C'est pourquoi je soupçonne que Trump ne dit pas cela parce qu'il le croit vraiment. Je pense que Trump le dit pour produire un certain effet auprès d'un public politique intérieur. Honnêtement, je refuse de croire qu'il soit aussi stupide. Tu sais, quand je regarde la stratégie des États-Unis comparée à celle de la Russie, je la vois comme ceci. Imagine un immeuble avec des fondations. Les États-Unis attaquent l'immeuble, les beaux appartements de cet immeuble. Mais la Russie commence par les fondations. Ils ne se soucient pas de l'immeuble au-dessus. Ils détruisent les fondations. L'immeuble va s'effondrer. C'est ce qu'ils font. Et cela prend du temps. Ils ne veulent pas sacrifier trop de leur force dans cette direction. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que la Russie a fait au cours des 3 dernières années. Ils ont combattu tout l'Occident, avec le Japon, la Corée, tous ensemble. Même au début du conflit, l'Inde était très réservée, la Chine était un peu timide pour en parler, et l'Iran aussi. Mais avec le temps, ces pays ont décidé de prendre parti. Oui, c'est exact, Nima. La Russie combat l'Occident uni. Et je pense que ce qu'elle a accompli est assez remarquable, non seulement sur le plan militaire, mais aussi si l'on considère que l'Occident lui a infligé le plus grand ensemble de sanctions jamais imposées à un pays dans l'histoire. Et elle a résisté à ce choc. La Russie n'a fait que se renforcer au cours des 4 années de cette guerre. Donc je pense que ce qu'ils ont accompli est absolument impressionnant. Je dois aussi dire que si l'on compare la manière dont les Russes mènent la guerre à celle dont les Israéliens la mènent, et tu sais, quand je dis les Israéliens, je parle d'Israël en tant que partie de l'Occident, on voit alors la différence d'approche. D'un côté, dans une guerre bien plus vaste, il y a une attention très soigneuse à ne pas risquer inutilement des vies civiles.
Et donc, il y a un nombre relativement faible de victimes civiles en Ukraine, contrairement à Israël, qui, selon moi, n'en a absolument rien à faire. Enfin, en réalité, je pense qu'il s'en soucie peut-être, mais dans le sens où il préfère tuer le plus de civils possible. Donc, même d'un point de vue éthique, je pense que lorsque l'histoire de tout cela sera écrite, elle sera favorable à la manière dont la Russie s'est comportée. Les Russes ont donné une chance à la paix à absolument chaque étape. Et parfois, ça me fait mal d'entendre quelqu'un comme Scott Horton, qui est une véritable encyclopédie. Il sait tout sur tout ce qui se passe, mais qui d'une manière ou d'une autre en arrive quand même à la conclusion que la Russie est l'agresseur et qu'elle avait d'autres options, qu'elle n'était pas obligée d'attaquer l'Ukraine. Ces personnes qui apparaissent dans Democracy Now! Ont le même genre d'état d'esprit. Tout cela, c'est du n'importe quoi. Ils oublient que la guerre a commencé en 2014, que la Russie est restée à l'écart en espérant éviter la guerre pendant 8 longues années, en passant par les négociations de Genève, Minsk I, Minsk II, en appliquant à la lettre le protocole de Minsk et en subissant 14 000 pertes au cours de ces 8 années. C'était donc la guerre. Ce n'était pas simplement des gens faisant un pique-nique sur les lignes de démarcation. C'était la guerre. Et la Russie a offert toutes les possibilités d'une solution pacifique pendant 8 ans, jusqu'à ce qu'elle soit absolument contrainte d'intervenir militairement. Alors, quand les gens disent « Oh non, les Russes avaient d'autres options », quelles autres options? Que pensez-vous qu'il n'ait pas envisagé durant ces 8 années, au cours desquelles il perdait en moyenne 3 personnes par jour? En moyenne, 14 000 personnes en 8 ans, soit environ 3 par jour. Alors, quelle option penses-tu qu'ils n'ont pas envisagée? Celle à laquelle toi tu penses, mais pas eux. Ils parlaient avec les Français, les Allemands, les Américains, les Britanniques. Ils participaient à conférence après conférence, négociation après négociation. Ils tenaient des conversations téléphoniques mensuelles dans le cadre du processus de Minsk. Vladimir Poutine avec Angela Merkel, et non pas Macron, mais François Hollande. Ils en parlaient une fois par mois pendant 8 ans. Quelles autres options avaient-ils en février 2022? J'ai du mal à écouter des inepties pareilles, surtout venant de personnes qui comprennent réellement ce qui s'est passé. Oui, Alex, nous savons que Donald Trump a changé d'avis après avoir eu une réunion en Alaska avec Vladimir Poutine. Ensuite, il a déclaré que le cessez-le-feu était terminé, qu'on n'allait plus en parler parce que cela ne fonctionnait pas. Il semble que le président russe l'ait convaincu lors de cette rencontre qu'ils n'allaient pas l'accepter. Mais ensuite, il est allé au Royaume-Uni et il en est ressorti en disant que non, il fallait envisager un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu immédiat. Ils discutent maintenant des principales divergences, tu sais, des mêmes points. Et tu vois Starmer se rendre en Turquie hier pour parler avec Erdogan. Je me disais, que se passe-t-il? Obama apparaît 3 fois à Londres. Starmer part en Turquie, et Erdogan déclare qu'ils sont d'accord avec l'évaluation du Royaume-Uni sur la question de l'Ukraine. Et voici ce qu'a dit Matt Whitaker, ce qui, à mon avis, montre l'objectif final de tout ce mouvement. Il parle de la situation dans laquelle ils se trouvent et de la politique qu'ils veulent imposer. Ce qui se passe, c'est que nous nous attendons à ce que des pays comme la Hongrie, la Turquie et la Slovaquie, qui continuent d'acheter du pétrole et du gaz russe, élaborent un plan et le mettent réellement en œuvre pour se sevrer du pétrole et du gaz russe. La Hongrie, contrairement à beaucoup de ses voisins, n'a pris aucune mesure ni élaboré de plan concret. Nous allons donc continuer à travailler avec elle, ainsi qu'avec ses voisins comme la Croatie et d'autres, pour les aider à effectuer cette transition.
De toute évidence, ce gazoduc risque également d'être fermé dans les années à venir. Il y a donc beaucoup de planification à faire pour nos amis hongrois. Et nous allons les aider, en tant que bons alliés, à élaborer ces plans et à les mettre en œuvre afin de se libérer du pétrole et du gaz russe. Même ton pays en fait partie. Yeah. Look, Nima, Ouais. when I hear stuff like Écoute, that, Nima, I always have to quand ask, j'entends des trucs comme ça, je me demande toujours, est-ce que ces gens sont vraiment aussi stupides ou est-ce qu'ils jouent simplement la comédie, tu vois, comme une feinte? Je suis sûr que ce type veut dire partout. Il ressemble un peu à Keith Kellogg. Mais le fait qu'il soit dans cette position me fait me demander s'il ne laisse pas simplement certains acteurs là-dehors faire leur numéro, avec l'idée de leur tirer sur la laisse et de les ramener à un moment donné. Parce qu'autrement, c'est juste trop idiot. C'est trop idiot. Ça n'a pas de sens. Tu vas couper les gazoducs qui vont de la Russie à la Hongrie et plus loin en Europe. Ça n'a pas de sens. That doesn't make sense. You cannot supply European market. Vous ne pouvez pas approvisionner le marché européen en pétrole ou en gaz. Enfin, peut-être, vous savez, si vous conquérez le Venezuela, peut-être que vous le pouvez. Mais vous savez, tout cela remonte aux politiques impériales du colonialisme européen du 19e siècle. Sauf que cette fois, les États-Unis tiennent le premier rôle. Et la raison pour laquelle je n'y crois pas, c'est que cela va absolument à l'encontre de tout le programme MAGA de Trump, America First, du retour aux traditions républicaines des États-Unis et de l'adoption du système américain d'économie politique, par opposition au libre-échange colonialiste britannique. Alors je me suis gratté la tête en me demandant ce qui se passait bon sang. Peut-être que ce type est juste... Peut-être qu'ils l'ont simplement laissé sortir de la maison pour aboyer un peu, pour une raison quelconque. Le type est l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, au fait. Eh bien, ce serait le rôle, oui. Mais l'OTAN n'a aucun avenir, donc lui non plus, probablement. Ouais. Merci beaucoup, Alex Kreiner, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Toujours un plaisir, Nima. Merci de m'avoir invité. Prenez soin de vous. Au revoir. Bye bye.